Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. 3 premiers otages libérés hier par le Hamas, 3 femmes israéliennes. Libération possible grâce à l'accord de trêve conclu avec le gouvernement israélien, qui lui-même a relâché de son côté 90 premiers prisonniers palestiniens. Cette trêve, c'est le début de la fin de la guerre ? Il faut le souhaiter. C'est évidemment beaucoup d'émotions de ce jour tant attendu et des émotions mêlées. À la fois de la joie de voir ces jeunes femmes enfin libres, mais aussi l'inquiétude pour ceux qui ne sont pas sortis, et peut-être pour ceux qui sont déjà morts. Donc c'est tout cela qui se mêle, et avec un terrible sentiment de gâchis devant tout ce temps perdu, les choses qui auraient pu sans doute être réglées bien plus tôt, et puis tout ce qui est devant, toutes ces vies à reconstruire, tous ces efforts qui seront à faire pour essayer de transformer un cessez-le-feu en une véritable paix. Vous parlez du temps perdu. Le Premier ministre du Qatar a dit que cet accord de trêve est en réalité sur la table depuis décembre 2023, soit depuis 13 mois. Qu'est-ce qui a coincé selon vous ? Qu'est-ce qui a changé la donne aujourd'hui ? Il est trop tôt pour rentrer dans le jeu des responsabilités, et l'histoire fera son travail. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion du moment, et je crois que rien ne sert de vouloir aujourd'hui démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est que ce cessez-le-feu aurait sans doute pu être conclu plus tôt. Mais aujourd'hui, partageons le bonheur de ces familles et en même temps la douleur de ceux qui sont toujours dans l'attente et dans l'incertitude. On est frappé par les images de la libération, et notamment ce moment, cette démonstration de force en quelque sorte du Hamas, avec des miliciens lourdement armés, du matériel qui semble en très bon état, avec le sentiment que le Hamas est toujours là, très implanté à Gaza. Est-ce que ce sont des images de propagande, ou est-ce que c'est le signe, comme le disait récemment le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, que le Hamas a continué de recruter massivement du fait de la guerre ? C'est le signe de ce que nous avons toujours su, c'est que on ne peut pas éradiquer un mouvement de ce type qui commet des actes terroristes. On ne peut pas l'éradiquer par la seule force. Et c'est tout le défi qui est aujourd'hui devant nous. Transformer en politique, en action politique, en perspective politique. Et c'est un exercice autrement difficile. Donc tout est à faire dans ce domaine, et ce qu'il faut souhaiter, c'est que non seulement les partis, Israël, les Palestiniens, mais toute la communauté régionale et toute la communauté internationale pourra faire preuve d'audace, d'imagination pour rétablir en quelque sorte l'ordre des choses et offrir à chacun une perspective et un espoir. L'année dernière, en juin, Emmanuel Macron a affirmé que ce n'était pas le moment de la reconnaissance d'un État palestinien. En septembre, à l'ONU, il s'est engagé pour que, je cite, « tout soit fait afin que les Palestiniens disposent enfin d'un État ». Ça y est, c'est le moment pour vous, il faut un État palestinien, il faut le reconnaître, la France doit le reconnaître. Je l'ai toujours dit, l'usage de la force ne peut être que temporaire et ne peut qu'accompagner une stratégie politique. Donc de ce point de vue-là, toutes les leçons que l'on peut tirer depuis des décennies, toutes les leçons sont les mêmes. Donc je regrette que la France, je regrette que l'Europe ne s'ouvre pas à cette réalité politique qui est que le point de départ d'une nouvelle relation entre Israël et ses voisins, Israël et les Palestiniens, ne puisse pas se construire à partir de cette exigence de justice. Justice qui doit être rendue aux Palestiniens qui, depuis 1947-1948, sont sans État. Donc, ce point de départ me paraît être toujours vrai aujourd'hui. Et je pense que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est le point de départ non seulement d'un nouvel ordre régional, mais d'un nouvel ordre international. Vous savez, dans les derniers mois, la fracture entre les pays occidentaux, les pays du Sud global et les pays du Grand Est n'a cessé de s'accroître à cause du 2 poids, 2 mesures. Nous avons perdu énormément de crédibilité et nous avons vu les ravages produits par l'absence d'ordre et de gouvernance internationale. Si nous voulons reconstruire, il faut le faire à partir de principes communs que nous respectons les uns et les autres. Donc le droit international, l'exigence de justice doivent être les points de départ. Et ce réalisme qui conduit à penser que c'est par la politique
Et la politique, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que l'usage de la force et l'usage des armes qui conduit à l'escalade, qui conduit à l'impasse, qui conduit à plus de guerre. Je crois qu'il faut sortir de ces surenchères. Dernière question qui va d'ailleurs nous amener au sujet suivant. Cette trêve à Gaza, pour vous, c'est une première victoire de Donald Trump, le président qui sera investi tout à l'heure? Son arrivée a changé la donne et on voit bien que les choses se sont alignées dans cette région très largement sur cette arrivée. Donc il y a eu une pression qui s'est exercée et qui conduit aujourd'hui à ce cessez-le-feu. Il faut souhaiter que ce ne soit pas seulement l'effort d'un jour, l'effort d'un moment, et que Donald Trump ait la vision de la stabilité de cette région, d'une région qui retrouve un nouvel équilibre. Et il faudra donc plus qu'un cessez-le-feu pour permettre à cette région de retrouver la paix et la stabilité. Comment vous qualifiez, Dominique de Villeprin, le moment que nous allons vivre tout à l'heure, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? C'est quoi? C'est une révolution ce qui va se passer là tout à l'heure? Alors c'est tout le paradoxe du trumpisme. C'est à la fois une contre-révolution, puisque, nous le voyons bien, le trumpisme, c'est un révisionnisme international. On est contre le multilatéralisme, contre l'ordre tel qu'il est organisé. Et en même temps, c'est un illibéralisme. Donc il s'agit bien d'une contre-révolution. On n'est pas pour la démocratie libérale. On est dans la contestation de l'état de droit. Et on est pour la défense du protectionnisme. Donc on n'est pas pour le libre-échange. Donc c'est une contre-révolution. Mais c'est aussi une révolution. Et c'est en ça que cette aventure de l'élection de Donald Trump est si singulière, parce qu'il arrive avec tous les grands techno-entrepreneurs des États-Unis, à commencer par Elon Musk, et que là, il y a une révolution technologique qui est en marche. Donc, tous les éléments de la puissance sont là. Et on voit la puissance de l'onde de choc qui se produit sur le monde. Parce que l'impact, il n'est pas seulement au Proche-Orient, il est dans le monde entier. Et à quoi tient cette onde de choc? D'abord, à la formidable brutalisation que représente le trumpisme de cette nouvelle Amérique. C'est un productivisme sans limite, sans règles, c'est un extractivisme, il le dit bien, forêt, on va produire du ventre de la terre tous les gaz de schiste et tous les pétroles possibles. Vous parlez de brutalisation, mais lui il parle de dynamisme, de mouvement en avant. Oui. Mais nous connaissons les sociétés et nous avons l'expérience de ce type de politique. Il ne les connaît pas. Il a gagné quand même, et ça prouve une certaine connaissance de la société américaine. Il a déjà été au pouvoir. Mais ça ne l'intéresse pas, c'est pas son sujet. Son sujet, il n'y en a qu'un seul. C'est la grandeur de l'Amérique, ou l'idée qu'il se fait de la grandeur de l'Amérique. Et donc, il y a brutalisation, mais il y a derrière aussi une révolution identitaire, et qui se fait avec l'idée du pouvoir de l'homme sur la femme, du pouvoir de l'homme blanc sur les minorités. Il y a un logiciel du trumpisme qui se moque des règles et qui n'accepte aucune limite. Et puis, il y a un impérialisme du trumpisme. On le voit avec les déclarations sur le Groenland, qu'il faut malgré tout prendre au sérieux, le Canada, le Panama. Tout ça montre une voracité, un appétit qui bouscule l'ordre international. Alors on le voit bien, il est contre la mondialisation, il est contre la globalisation culturelle, et c'est en ça qu'il a tant de soutien en Europe et ailleurs, parce que c'est un nouveau modèle de valeur. Et il est par ailleurs contre la désoccidentalisation, c'est-à-dire qu'il reprend en main cette idée d'un Occident fier et qui tient tête au reste du monde. Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'il y a deux types de traitements. Le premier, c'est vis-à-vis des pays autoritaires, les hommes forts. Il aime les hommes forts. Et les hommes forts ont droit à la possibilité d'un deal. Ceux-là, oui, seront au cœur du deal. On ne sait pas très bien ce qu'il va proposer à Vladimir Poutine. On ne peut pas exclure qu'il ait même l'ambition un jour de décrocher la Russie de la Chine, de faire peut-être même un jour un deal avec l'Iran. Il a le goût de traiter avec les gens forts. Mais par contre, les alliés... Alors là, c'est... On l'est encore, nous, d'ailleurs, alliés, ce matin. Est-ce qu'on est encore des alliés de l'Amérique? Il faut interroger le mot, alliés, amis. Nous sommes, nous, à l'heure de la soumission. Nous sommes à l'heure du diktat. Nous sommes, nous, à l'heure de la vassalisation. Et on nous fixe des objectifs, 5% en matière de défense. Et on voit bien que ça marche. Quand on entend la présidente de la Commission dire oui, il faut acheter... Christine Lagarde aussi qui Christine disait... Lagarde, il faut acheter plus de pétrole et de gaz, il faut faire plus de dépenses militaires. Ça marche.
Et c'est ça qui est si sidérant dans l'arrivée de Donald Trump. Parce que Donald Trump, on le connaît, il a exercé pendant 4 ans. On sait qu'il y aura des surprises, mais il y aura aussi beaucoup de déconvenues. Il va se heurter au réel. Mais en attendant, cette dynamique est beaucoup, parce qu'il y a cette révolution technologique qui l'accompagne, donne le sentiment que rien ne peut l'arrêter. Vous dites, comme François Hollande, qui disait hier chez nos confrères de la Tribune, il faut se préparer à une confrontation en tout domaine avec les États-Unis. Alors, confrontation, je laisse à François Hollande le choix des mots. Non mais vous parlez de voracité, donc est-ce qu'on va se faire dévorer et qu'est-ce qu'on fait face à ça? La règle pour les Européens, c'est d'être capable de défendre ce qu'ils sont. Le modèle de l'Europe. Nous sommes le modèle du droit. Nous sommes le modèle d'un certain universalisme, d'un certain respect de l'autre. Nous ne sommes pas le modèle de la force. Et il faut assumer ce que nous sommes. Et on peut le faire avec sérénité, on peut le dire à Donald Trump gentiment, on n'est pas obligé de rentrer dans un bras de fer absolu. Par contre, il faudra avec beaucoup de fermeté marquer le respect de nos principes, le respect de nos règles. Mais c'est pas là l'essentiel. Et c'est pour ça que le terme de confrontation n'est peut-être pas forcément le meilleur. Il faut surtout faire notre travail. Et ça exige un sursaut. Nous avons à engager... C'est quoi faire notre travail ? Engager une révolution dans l'ordre de la sécurité, dans l'ordre militaire, pour acquérir notre souveraineté. C'est-à-dire ? Nous avons engagé... c'est-à-dire nous doter, entre Européens, des moyens de nous défendre sans avoir à appeler Washington. Donc quand Emmanuel Macron parle d'une Europe de la défense, vous êtes aligné ? Il a parfaitement raison de ce point de vue. Mais il faut maintenant le faire très sérieusement. Tous les Européens ont ouvert les yeux et ont vu que la sécurité, et c'est l'arbitrage difficile qui va être celui des Européens, ils ont d'un côté le sentiment qu'ils doivent toute leur sécurité à Washington, et de l'autre côté qu'ils doivent une grande partie de leur prospérité à Washington. Ils sont donc totalement soumis à la règle américaine. Eh bien, si on veut, et pour les Français, vous savez à quel point c'est important, mais aussi pour les Européens, si on veut être indépendant, souverain, si on veut que notre destin ne se joue pas à Washington, et on voit bien avec quel type de dinguerie cela peut aller, eh bien, il faut donc être indépendant sur le plan de notre sécurité et sur le plan militaire, être indépendant sur le plan technologique. Il ne s'agit pas seulement de se battre pour la régulation et la réglementation. Il faut se doter en matière d'intelligence artificielle. On n'a pas de réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui nous empêche ? Mais pourquoi ? Parce qu'on a les moyens, en fait. Les Européens ne seraient-ils pas... On a un marché de 450 millions de personnes. On voit bien à quel point l'oligarchie technologique aux États-Unis attache de l'importance au marché européen. Monsieur Zuckerberg, Monsieur Elon Musk, dotons-nous d'un réseau social, dotons-nous d'un véritable cloud européen, dotons-nous d'un modèle de langage. Ça fait partie des attributs indispensables de la puissance et de l'indépendance au XXIe siècle. Il faut ouvrir les yeux. On n'a pas fini d'en parler avec vous, Dominique de Villepin. On laisse passer juste le fil info puisqu'il est 8h46, Maureen Sugnard. Et Donald Trump promet en effet d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent. Le 45e président des États-Unis va devenir le 47e cet après-midi. Cérémonie d'investiture à suivre sur France Info dès 17h. Le chef d'État veut prendre de nombreuses mesures par décret pour mener des expulsions, lever des mesures de protection de l'environnement et aussi augmenter les droits de douane. Les 4 prochaines libérations d'otages sont prévues pour samedi prochain. Hier, ce sont 3 femmes enlevées par le Hamas qui ont retrouvé leur famille. Dans le cadre de l'accord conclu entre le Hamas et Israël, ce sont aussi 90 détenus palestiniens qui ont été relâchés pendant la nuit. Après le passage du cyclone meurtrier Chido il y a 5 semaines à Mayotte, les enseignants font leur rentrée. Ce sera lundi prochain pour les élèves. Personne n'est prêt, assure sur France Info la SNUEPP-FSU, le syndicat des enseignants du primaire. Une école sur 5 est encore hors d'usage. Et puis Gaël Monfils est en 8e de finale de l'Open d'Australie. Fabrice Abgral, il est face à l'Américain Ben Shelton et il y a un set partout. Oui, puisque Gaël Monfils vient de remporter le 2e set au tie-break. Un tie-break remporté 7-3. Et dans la 3e manche, 2-1 pour Gaël Monfils. Il vient de faire le break, il va servir pour mener 3-1. Merci Fabrice Abgral. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia.
Et toujours l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui nous disait avant le fil info que cette investiture de Donald Trump, c'était à la fois une contre-révolution conservatrice et une révolution dans l'ordre mondial, et notamment avec le poids de ces géants de la tech. Quand Elon Musk intervient, comme il l'a fait récemment, dans le débat public, sous forme quasiment d'ingérence en fait, dans le débat public, que ce soit au Royaume-Uni ou en Allemagne, quelles sont nos armes? Que pouvons-nous faire? Est-ce qu'il faut sévir et jusqu'à quel point? Nous sommes, nous, des démocraties libérales. Donc la responsabilité, elle est d'abord dans les mains des citoyens, elle est dans le bulletin de vote. Allez accepter, quand on est un citoyen allemand ou un citoyen britannique, que votre vote soit dicté par quelqu'un aux États-Unis, me paraît extraordinairement problématique. Donc il y a d'abord un travail d'éducation citoyenne, il y a un travail de prise de conscience de ce qui se joue. Allier les Américains, certes, mais là, il faudra ouvrir les yeux dans les prochaines semaines et les prochains mois pour voir si cette réalité, elle tient toujours. Et pour mesurer à quel point ce degré d'ingérence dans la vie politique intérieure européenne est acceptable ou pas. Par ailleurs, nous avons des règles en matière de liberté d'expression à travers les réseaux. Elon Musk, il est propriétaire du réseau social X. Oui, c'est un grand réseau social. Est-ce qu'il peut s'en servir à sa guise? Est-ce qu'il peut utiliser les algorithmes? L'a-t-il fait? Dans quelles conditions? Il faut y voir plus clair. Pour pousser certains contenus plutôt que d'autres. Absolument. Voire pour inciter, dans certains cas, à la haine. Je crois qu'il faut faire respecter nos règles, respecter nos valeurs. Et c'est à ce prix que nous resterons, nous, des démocraties, que nous resterons fidèles, ne nous renions pas, ne renonçons pas à ce que nous sommes. C'est finalement la grande bataille d'aujourd'hui. Entre un pôle américain qui est un modèle de force, un pôle chinois qui est un modèle de volonté de contrôler sa société. Parce que la Chine est convaincue qu'à terme, la vraie bataille, c'est que certains pays vont se diviser, que l'Amérique connaîtra une véritable guerre civile, et donc que l'unité du peuple chinois fera à terme, dans les prochaines années, la différence. Nous, notre modèle, c'est le droit, c'est nos valeurs, c'est la volonté de respect de l'autre. Il faut faire respecter nos règles. C'est cela qu'il faut défendre. Dominique de Villepin, il faut faire respecter nos règles, notamment vis-à-vis du réseau social X d'Elon Musk. D'autres politiques ont fait un autre choix. Eux, ils disent, on quitte le réseau social X. Est-ce que vous posez la question ? C'est un choix personnel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il vaut mieux rester, témoigner, le jour où il apparaîtra que ce réseau social n'est littéralement que de la publicité à des fausses nouvelles et à des contre-vérités. Mais nous sommes dans un monde où il n'y a pas que sur le réseau X que la question de vérité se pose. Elle se pose partout. Et la question des oligarchies, j'ai eu le malheur, il y a quelques mois, d'évoquer la question de la domination financière aux États-Unis. Manifestement, certains n'ont pas voulu comprendre ce que je disais. Mais ce que je disais, c'est exactement l'enjeu d'aujourd'hui. On vous taxait d'antisémitisme parce que vous disiez que c'était... à aucun moment, je n'ai évoqué cette question-là quand j'en ai parlé. C'est bien donc la question de savoir si une oligarchie, si un certain nombre de grands patrons qui détiennent des grands leviers en termes de presse, de médias, peuvent véritablement faire valoir leur volonté, faire valoir leur opinion sur celle des autres. Eh bien, on le voit bien. Et c'est en ça que l'enjeu est passionnant. Et je ne réduirai pas ça à une logique de confrontation. C'est qu'il faut que tous les Européens, tous les Français sachent que une partie de la solution est dans la main de chacun des citoyens. Vous voyez, les États-Unis, ils évoluent vers un modèle scientifique, un modèle technologique qui fait de l'individu un ensemble de quelques données monétisées. Nous, notre modèle à nous, démocratique, il est fondé sur le citoyen. Et un citoyen, ça ne s'achète pas. C'est là qu'est la différence. Et on va voir, dans l'épreuve qui s'ouvre, la capacité que nous avons à être fidèles à ce que nous sommes, avec à la fois fermeté, mais beaucoup de sérénité. Dominique de Villepin, tout à l'heure à Washington, il y aura notamment Éric Zemmour, mais pas seulement. Est-ce qu'il faut voir un signe, là encore, d'une certaine inclination de Donald Trump pour ce qu'il souhaite de l'Europe dans les prochaines années, quand on regarde la liste des invités? Le script de l'Europe, il est écrit. L'Europe
doit passer du statut d'allié au statut de vassal, c'est-à-dire de soumis. Et ceux qui aujourd'hui sont flattés par l'orbite de Donald Trump, ce sont ceux qui font partie de cet univers réactionnaire. J'ai parlé de contre-révolution. C'est la réaction. C'est ceux qui, pour exister en Europe, vont faire le jeu à tout prix de ceux qui souhaitent mettre l'Europe et la France à la botte. On change de continent. Vous pensez, Dominique de Villepin, comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et l'extrême droite, que l'Algérie a humilié la France ? Alors, vous savez, je suis diplomate de formation. Et s'il y a un sentiment dont il faut se méfier en matière de diplomatie, c'est l'humiliation. Humiliation de qui, de quoi ? Rappelez-vous, la dépêche d'Ems. Là aussi, la France était humiliée et on est parti en guerre pour cela. Parce qu'on a jugé qu'on était humilié. C'était en fait une manipulation. Rappelez-vous, le coup d'éventail du dé d'Alger, il y a presque 200 ans. Là aussi, la guerre a suivi. Donc on ne va pas rejouer une nouvelle guerre d'Algérie. Est-ce qu'on est en train de vivre la crise la plus grave entre les deux pays ? Certainement. Depuis la certainement. guerre. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid. Et il faut ne pas oublier qu'entre nous et l'Algérie, il y a des millions d'Algériens de France, des millions de Franco-Algériens, et plus largement que ça, des millions de Français issus du Maghreb, qui tous voient avec beaucoup d'inquiétude ces fluctuations, ces évolutions qui ont affecté hier le Maroc, qui affectent aujourd'hui l'Algérie. Nous avons un devoir vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de nos peuples. C'est celui d'être capable de répondre à ces difficultés. Et c'est vrai qu'il y a de difficultés qui exigent de notre part beaucoup de fermeté, là encore, sur nos valeurs. Boualem Sansal, nous devons être fermes sur nos principes. Mais nous devons aussi être capables de trouver le chemin, de trouver la voie. Et il y a, entre la France et l'Algérie... Mais vous entendez ceux qui disent on a essayé pendant de nombreuses années. Là, aujourd'hui, Bruno Retailleau et d'autres politiques de tous bords disent aujourd'hui il faut faire pression sur l'Algérie et évoquent, par exemple, les accords de 68. Il y a un malentendu il faut les remettre en cause. Il y a un malentendu depuis le départ de ministres de l'Intérieur qui veulent régler des questions qui ne se règlent que par la diplomatie, à la place du ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie. Ah, c'est pas son rôle. Mesurons bien. Si l'Italie a en grande partie réglé son problème migratoire, c'est parce que Mme Meloni a su user de la diplomatie. Et ce n'est jamais dans l'escalade, ce n'est jamais dans la surenchère. Si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'on n'a pas forcément utilisé suffisamment les bons moyens ou pas suffisamment au bon niveau. Il faut persévérer. Mais sur cette nous question n'avons pas le droit de baisser les bras et nous n'avons pas le droit de rentrer dans la logique d'une politique du pire dont nous savons qu'elle sera sans effet et bien pire. Mais sur cette elle question conduira précise, à des surenchères. Sur cette question précise des accords de 68 qui octroient un statut particulier aux Algériens en matière de droit à la circulation, de séjour et d'emploi en France, est-ce qu'il faut les remettre en cause aujourd'hui ? Nous les avons déjà remis en cause à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Si nous souhaitons rediscuter de ces accords, eh bien, parlons-en avec les Algériens. Est-ce qu'on est obligé d'adopter une position punitive ? S'agit-il, à travers la dénonciation de ces accords, de punir ? Sortons de ces logiques. Une fois de plus, j'ai eu à gérer dans ma carrière beaucoup de crises. Et des crises très difficiles. Je sais que ce n'est pas comme ça que l'on peut aboutir. Alors on se fait plaisir. Vous observez une perte de sang-froid, là ? Et ce que j'observe, c'est qu'il y a la tentation de se laisser aller à régler des comptes. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, compte tenu de la gravité des choses, nous ne sommes pas, aujourd'hui, à devoir nous faire plaisir en réglant des comptes, quels qu'ils soient. Et même si certains peuvent considérer qu'ils sont parfaitement fondés, aujourd'hui, à vouloir donner des coups. Ce n'est pas l'esprit de la relation entre la France et l'Algérie. Nous avons payé à travers l'histoire suffisamment cher pour apprendre qu'il n'y a qu'un chemin. C'est celui de l'amitié, c'est celui du respect et, je l'espère, très fortement, de la réconciliation parce que nos peuples le méritent. Dans un entretien à Mediapart ce week-end, Dominique de Villepin, vous évoquez 2027 en ces termes. Je ne peux pas ne pas être aux avant-postes. Question directe donc, est-ce que vous envisagez d'être candidat à la présidentielle ?
Sonia Brachiar. C'est mon deuxième prénom, Sonia, mais c'est bien Salia. Salia. On a évoqué un certain nombre de grands sujets. Ce n'est ni le sujet, ni le moment. Ma conviction, il y a des défis formidables à relever. Mais ce n'est pas seulement les miens. C'est ceux de tous les Français, de tous les Européens. Et la contribution la plus utile que je puisse apporter aujourd'hui, c'est celle, justement, d'éclairer l'importance de ces défis et de montrer qu'il y a un chemin qui n'est pas un chemin de confrontation, mais qui est un chemin de prise de conscience et d'action. Je vous pose la question parce que plusieurs personnalités politiques sont déjà sur la ligne de départ, notamment à droite, votre famille politique d'origine, David Lisnard, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe. Vous pourriez soutenir l'un de ces candidats ? Tout est possible, mais laissons passer les plus pressés. Vous savez, c'est la grande règle à laquelle il faut jamais déroger. S'il y a des ambitions, qu'elles s'expriment. Je n'ai pas d'ambition de ce type. Merci. Alors voilà, merci Dominique de Villepin. Vous étiez l'invité de France Info ce matin. Je vous rappelle bien sûr nos éditions spéciales cet après-midi sur France Info Télé et sur France Info Radio à partir de 17h pour suivre cette investiture de Donald Trump en direct de Washington. Je vous laisse en compagnie de Salia Brachiar, Renaud Dely. Les informer dans quelques minutes.